Très difficile comme question. Mais je pense qu'il faut pas rusher. Enfin, je pense que c'est ça le truc important. Je sais pas si j'ai fait cette erreur-là ou pas, mais c'est plutôt ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas, faut faire très attention au FOMO, en fait, même de manière générale dans le monde des cryptos, parce que ça évolue énormément et faut vraiment bien lire tout. Enfin, faut vraiment bien apprendre. Bonjour à tous, nous sommes en live, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight Greyweb. Greyweb, bienvenue dans le show. Merci à toi, Robert, pour l'invitation. En tout cas, voilà, je suis super heureux de pouvoir partager ce que je fais. Enfin, voilà. C'est nickel. Bon, on va déblayer un petit peu ton parcours, ce que tu faisais avant en fait dans le monde NFT. Et on va aussi parler de tes multicasquettes. Mais très rapidement, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors, je ne sais pas si on commence de jusqu'à où on recommence, mais je suis ingénieur en fait de formation, donc j'ai une bonne expérience en fait dans le développement web. Après, je me suis beaucoup aussi intéressé après plus sur mon temps perso, finalement à l'art génératif, un peu à travers la démo scène, en participant à des game jams en fait, développer des petits jeux, etc. Donc j'ai toujours eu un petit peu cette facette où je m'intéressais beaucoup au côté un petit peu design artistique, tout en étant D'accord. plutôt sur le côté programmeur, développeur, etc. Donc j'ai toujours eu un petit peu ces deux côtés. Et c'est vrai que du coup, j'ai rejoint Ledger il y a 5 ans maintenant, enfin, en 2017 en fait, donc ça remonte. Oui. Et donc j'ai commencé à toucher un petit peu au monde de la crypto et apprendre un petit peu sur le tas plein de choses. Je pense par exemple au Crypto Zombies en fait à l'époque où en fait c'était un tutoriel qui t'apprenait à Qui développer un existe smart toujours, hein. contract, etc. Ouais, ouais, qui existe toujours. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, bah ouais, on avait les CryptoKitties. Enfin voilà, c'était le tout début. Je m'étais pas forcément plus, enfin, j'avais pas investi, je m'étais pas forcément plus intéressé que ça, mais juste le concept de crypto zombies, excuse-moi, le son, Pas de souci. était, était assez intéressant. Mais après, voilà, donc moi j'ai développé, en fait, j'étais le tech lead sur le Ledger Live, le produit, le software Ledger Live en fait. D'accord. Et du coup, bah, depuis, Ledger a beaucoup grossi, donc maintenant on est une grosse équipe. Voilà, j'ai un petit peu bougé de ce côté-là, côté développeur. Mais après, à côté, bah, j'ai fait plein d'expérimentations, même avant, en fait, avant que les NFT vraiment partent très très fort, là, il y a 1 an et demi. Ouais, 2021. Euh, j- ouais, c'est vrai que c'était la grosse année, c'était 2021. En fait, on était dans le contexte du Covid aussi, et je pense que beaucoup de personnes, en fait, se sont remis à faire de l'art ou remis à faire des choses un peu plus artistiques. On était tous confinés chez nous, donc on a dit qu'est-ce qu'on va faire de nos jours? Et c'était un peu ma période où je me suis replongé dans les shaders, donc qui permettent de faire des animations. Désolé, mon son, il a tendance à le gain. Attends, il ajuste, mais désolé. Bah, moi, à mon niveau, c'est Ah, ok, le c'est son bon. ne Bah, change peut-être que pas. le gain est bon. Ok, Ouais. désolé. Euh, ouais, du coup, j'ai commencé à refaire des shaders. Après, je me suis beaucoup intéressé au plotting, qui est une technique en fait qui consiste à utiliser un peu comme une imprimante 3D, en fait, un robot qui dessine sur un papier. Sauf que là, c'est en 2D, donc ça consiste à mettre un stylo sur un robot et en fait, D'accord. voilà, j'ai découvert ce monde très fascinant euh, du coup, un petit peu avant les NFT et après l'année dernière, bah ouais, effectivement, il y a eu le gros buzz des NFT. Moi, j'étais un peu dans les cryptos, donc je me suis beaucoup intéressé au départ par curiosité, en fait, en tant que, de mon point de vue un peu ledger, en fait, on a fait un hardware wallet, donc je me suis dit, tiens, quelle est l'expérience, en fait, de créer des NFT dans le contexte, dans mon contexte crypto ledger, Oui. et après, au final, mes mondes se sont rencontrés au final. Et je commençais aussi à voir un peu dans toute ma sphère Twitter, plutôt artistique en fait, pas du tout Ledger. Du coup, je commençais à voir des gens qui allaient vers les NFT. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Les gens, en fait mes mondes se sont rencontrés en Oui, fait. c'est clair, Et c'est c'est. alignement des planètes. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as... Donc 2017, tu rejoins Ledger. Qu'est-ce qui fait que tu voulais rejoindre Ledger en 2017? Est-ce que c'est en gros, c'est vraiment une opportunité ou est-ce que c'était... tu pressentais déjà plus ou moins Alors quelque pas du chose? tout. Enfin, c'était pas du tout pour le côté crypto, pas du tout. Enfin, ils recherchaient en fait un développeur web, un ingénieur, etc. Le projet était assez intéressant. Et puis voilà, c'est quand même des technos assez fascinantes, novatrices, etc. Donc
c'est là où en fait je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Et là on parle de Ledger quand il y avait 30 employés, 40 employés. Donc voilà, c'était vraiment le tout début. Il y avait tout à construire, etc. Donc alors de mon point de vue plutôt développeur web, pas du tout sur le côté hardware qui fait Ledger, mais plutôt le côté software. Donc voilà, ouais, non, du coup, pas du tout. Voilà, j'avais terminé ma précédente expérience, c'était une startup. Enfin, ça s'était terminé. Donc voilà, je cherchais un nouveau boulot et puis voilà, je suis tombé sur Ledger un peu par hasard, donc, boîte française, etc. Donc c'est cool, c'est cool. Bah, en fait, t'as j'ai eu de la plus chance ou que moins, j'étais là au ouais, bon moment. t'as eu de la chance, ça a été au bon moment et au final, c'est assez marrant en fait l'histoire que tu as, enfin ton histoire, l'histoire que tu racontes, comment en fait tout s'est assemblé en fait, c'est comme si en fait c'était logique, ça s'est fait en fait de manière naturelle et en fait les éléments sont venus logiquement en fait devant toi. Ouais, bah ouais, effectivement. Enfin voilà, je pense que enfin après, est-ce que la vie la vie, on peut dire que c'est du hasard, ou on peut dire que voilà, Oui, on a oui, ouais, des bonnes coïncidences qui arrivent et voilà, on les prend. Enfin voilà, c'est. c'est Mm, clair. mm, Après des fois on les provoque, mais là dans la mm. manière dont tu le présentes en fait, c'est comme si en fait c'est venu vraiment naturellement. Il n'y avait pas une sorte de plus ou moins comme si plus ou moins tu présageais quelque chose et tu avais Mm. fait des choix en fait axés dans ce sens-là. C'est vraiment tu as fait des choix comme tu dis, tu étais au bon endroit au bon Mm. moment. Et Et je suis du arrivé coup, sans forcément connaître ouais, de quoi que ce soit au crypto, etc. Donc j'ai tout appris sur le tas. Et en fait, beaucoup d'ingénieurs à Ledger finalement apprennent sur le tas. Et finalement, enfin, faut voir que la blockchain, etc. Enfin, ça s'apprend et finalement on retombe un peu sur enfin, en fait, en ayant un background d'ingénieur, on peut apprendre en oui, fait. Et forcément, c'est novatrice, c'est une nouvelle technologie. Donc on est tous c'est forcément, on va intéressant, tous devoir apprendre à se former un petit peu de façon autodidacte finalement. Mm. c'est clair. Et le côté artistique du coup, parce que Ledger 2017, le côté artistique, c'est quelque chose que tu as toujours eu. Ouais, ouais, effectivement. Bah, en fait, et d'ailleurs, là, en fait, quand je te parlais du plotting, en fait, derrière moi, là, d'ailleurs, c'est une série là, Oui, de traçages que j'ai fait. Et ça, c'est un exemple de machine là, d'accord. que j'utilise parfois quand je vais à des confs, en fait, parce que c'est plus pratique, c'est transportable, c'est un petit format, mais sinon, j'en ai un plus grand. Mais ouais, non, en fait, quand je pense en fait à ce que je fais maintenant au plotting, en fait, je me rappelle quand j'étais vraiment ado, enfin même tout petit, en fait, je m'amusais, tu vois, à faire des sortes de frises, tu vois, de faire des histoires en dessinant. Alors, par contre, je suis pas très bon dessinateur. C'est peut-être pour ça aussi que je suis ingénieur, que je suis programmeur. Finalement, j'utilise des machines pour moi. Ils dessinent pour moi. Moi, je connais je vais explorer des algorithmes, etc. Mais ouais, non, sinon, j'ai fait pas mal de Blender. J'ai toujours été fasciné, en fait, par la création, finalement, générative. Parce que finalement, le jeu vidéo aussi, quand développer un jeu vidéo, c'est beaucoup touché à des algorithmes et à des techniques génératifs, finalement, en utilisant des number generators. En fait, on va vouloir avoir des traits différents sur les personnages qu'on rencontre pour mettre beaucoup de diversité. Et finalement, dans l'art génératif, on retrouve beaucoup de ça. D'accord. Et même là, le côté rareté dans l'art génératif, finalement, pour moi, ça hérite de ce monde un peu, je sais pas, des Pokémon, des shiny Pokémon, etc. Enfin, en fait, on a toujours de la rareté dans les jeux vidéo, finalement. Donc, en fait, enfin, de mon point de vue, voilà, tout est assez lié, en fait. D'accord. Ok. Donc c'est comme ça plus ou moins. Donc dans ton adolescence, tu te revois en fait faire des plus ou moins des drafts ou en tous les cas tu t'exerçais déjà. Et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui tu le retranscris au travers en fait de cette technique art générative. Et puis après, ouais, aussi, même à travers un peu mon cursus professionnel, j'ai toujours été fasciné par toutes les technos un peu qui émergeaient, WebGL, Canvas, etc. J'ai toujours joué avec, j'ai toujours essayé de pousser à bout un peu voir jusqu'où en fait la tech peut, enfin à quel moment il y a une limite en fait. C'est ça ça m'a toujours fasciné en fait. D'un point de vue peut-être un peu geek, un peu ingénieur, etc. J'ai toujours aimé jouer avec les nouvelles technologies. Je pense aussi à Web Audio par exemple, c'est une techno qui permet de faire finalement de l'audio génératif, enfin, de l'audio modulaire en fait sur le web. Et c'est vraiment, enfin, il y a des mondes fascinants à découvrir en fait, et c'est ça qui m'a beaucoup motivé en fait pour explorer un peu tout ça. J'avais eu la chance aussi dans ma précédente startup de bosser un peu avec WebGL en fait. C'était une startup
enfin, dans la mode, en fait, et on voulait faire des sortes d'images, comment dire, d'After Effects, en fait, sur des images, tu vois, de pouvoir faire des filtres ou des choses comme ça. Et en fait, tu peux facilement les développer avec des shaders. Donc, c'est là où j'ai encore plus développé mon appétence pour le monde des shaders aussi. Enfin, voilà, en fait, il y a vraiment des paradigmes différents, en fait, de programmation. Et les shaders, ça en est un. Enfin, voilà, c'est une façon différente de réfléchir au dessin, finalement. Et voilà, ça m'a toujours fasciné d'explorer un peu tout ça. Et là, très récemment, ouais, le plotting, etc. Donc, en fait, finalement, le plotting, c'est une technique qui existe depuis longtemps, mais peut-être un peu encore méconnue. Et du coup, j'avais emmené ma machine là, à Lisbonne. En fait, il y avait eu NFC Lisbonne là, Oui, en avril. Et du coup, j'avais un stand, en fait. J'avais amené ma machine et comme ça, je pouvais en fait un peu montrer aux gens en fait ce qu'est le plotting. Et finalement, c'est là où je me suis encore plus rendu compte que vraiment peu de gens connaissent en fait cette technique. Et donc, d'accord. voilà, je trouve ça fascinant en fait. Et enfin, c'est génial en fait de montrer quelque chose, de faire découvrir des choses, une nouvelle chose à À la quelqu'un. communauté, ouais. C'est génial qu'en fait, j'adore partager ça. Donc, c'était une belle expérience. Nickel. Et du coup, donc il y a le plotting et le shader, c'est ça? Ouais, les shaders. Donc, ouais. Shaders. Et du coup, le plotting pour donc c'est en gros toi tu codes d'un côté. Le code en fait, il va s'exprimer au niveau d'une machine et la machine ensuite elle fait le dessin. Donc c'est un peu ce qu'on voit derrière toi avec la série. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, souvent, on va utiliser le format d'image vectorielle SVG. Donc, en D'accord? fait, le format SVG, c'est un format qui permet de décrire des lignes. Et la machine est capable de prendre ça et de tracer, de parcourir toutes les lignes en fait, que tu as mis dans un fichier SVG. Donc finalement, je vais développer un programme qui génère un fichier SVG. Et après, je peux l'envoyer dans un deuxième temps, je peux l'envoyer à la machine. Et ce qui est assez intéressant à faire, et c'est là, en fait, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé sur ça, c'est comment allier les NFT, qui est un monde digital, avec ce monde physique. Et voilà, j'ai beaucoup réfléchi à plein de paradigmes. J'en suis arrivé à finalement, un constat, une idée, en fait, que j'exploite beaucoup récemment. En fait, voilà, c'est vraiment, et pour moi, c'est vraiment important. Faut décorréler, en fait, ces deux mondes-là, parce qu'en fait, les collectionneurs digitaux sont pas forcément les mêmes que les collectionneurs physiques. Donc, en fait, j'ai une sorte de pont qui permet de faire le lien de l'un à l'autre, mais qui n'empêche pas juste de collectionner du digital. Donc, par exemple, D'accord. tu peux collectionner des NFT digitaux et rester dans ce monde-là. Et éventuellement, en fait, si tu détiens ce NFT, tu peux aussi me demander un physique et moi, je peux te le tracer, en fait, mais avec un petit coût en plus. Et comme ça, le coût, on le décorrèle, en fait. Donc, il peut y avoir un peu le monde digital qui continue à vivre, etc. Et éventuellement, les gens, bah, en fait, d'ailleurs, en fait, finalement, c'est la recette. Ce NFT, c'est un utilitaire, finalement, parce que tu peux l'utiliser euh, pour tracer physiquement la création, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça permet de créer un écosystème. C'est pas forcément moi qui va tracer. Les gens eux-mêmes peuvent s'ils ont une machine comme ça, ils peuvent le tracer eux-mêmes dans leur propre, évidemment, avec leur propre matériel, réfléchir on est dans le monde physique, donc en fait, il faut réfléchir au papier, au stylo, etc. Donc, toutes les contraintes physiques sont assez passionnantes aussi. Mais du coup, quand tu dis tracer, c'est parce que moi, comment je l'ai interprété, c'est en gros, j'imagine en fait, plus ou moins comme si c'est le tracking UPS ou qu'on peut avoir en fait sur un colis. Est-ce que c'était avec cette dimension-là ou est-ce que c'était le tracé et que tu voulais dire autre chose pour toi? Non, tracé, on va dire, c'est la traduction de plotting. Enfin, Ok, donc l'idée vraiment de faire des traits. Donc en fait, le robot, on le branche. Il y a deux axes en fait. Tu vois, c'est comme une machine 3D en fait. Il a tout simplement deux axes. Donc il y a deux moteurs en fait qui permettent de faire déplacer la tête sur oui, deux axes. Et finalement, il y a juste un autre petit moteur qui va monter et descendre le stylo. Donc en fait, il va finalement se déplacer. C'est ça ce que j'appelle tracer finalement. Enfin, d'accord. il va se placer à une position, il va faire descendre le stylo et tracer une ligne, le remonter, etc. Et en fait, je ne sais pas, une nuit. Enfin, ça dépend de la création, mais j'ai fait des plots qui duraient plus de 10 heures en fait. Donc t'as le côté un peu patience, t'as le côté un peu, voilà, c'est assez fascinant en fait. Et parfois, tu peux pas tricher, en fait, parce que si tu es dans des contraintes de papier, avec des stylos plumes qui peuvent abîmer Enfin, tu peux pas dessiner trop vite. Donc, en fait, moi, j'appelle ça le proof of plot, en fait, pour faire un peu cliché au proof of. C'est un peu la preuve de plotting. Tu peux pas tricher et en fait, tu es obligé d'attendre un certain temps pour avoir vraiment la création physique.
Ce qui fait que je peux pas créer, je pourrais pas créer 100 plots par jour. En fait, ça serait, au bout d'un moment, il y a une D'accord. limite. Et c'est ça qui est aussi marrant sur ce côté. Et là, du coup, par exemple, là, il y en a 2, 4, 6, les 8, la série de 8. Ouais. La série, elle t'a pris combien de temps? Et est-ce qu'il y a un traçage qui était plus long que l'autre? Est-ce que c'était un peu... Alors, c'est assez uniforme pour ceux-là parce c'est quasiment les mêmes. Finalement, c'est des variations de la même chose. Il y en a eu, et en fait, il y en a 16. Là, j'en ai mis 8 affichés. Ok. Ça, c'est la première. En fait, c'est une animation. En fait, c'est du. Ah, désolé, mon micro a tendance à. En fait, il faut imaginer que on peut faire photo par photo, du stop motion, en fait, et recréer une animation à partir de ces 16 versions. C'est ce que j'appelle la plot loop. Je pense avoir été le premier à explorer un peu cette idée et justement de la lier avec les NFT. Donc c'est quelque chose que j'explore énormément récemment, mais ouais, c'est assez fascinant parce que ça m'a pris, du coup, c'est à peu près 1 heure. Alors cela, c'est à peu près 1 heure par tracé, Ok. par image. Donc ouais, faut imaginer que ça m'a pris un week-end, enfin bref. Parce que ouais, faut quand même toujours être là, vérifier que tout se passe bien, changer le stylo parce que parfois on fait plusieurs couches en fait. Donc voilà, il y a plein de choses. J'ai pas mal exploré. Et, oh, pardon. Et ouais, très récemment, je fais ce genre, du coup, pareil, la même idée, mais sur une seule feuille, en fait, où tu vois, j'ai 8 frames finalement. Et en fait, en animant, en fait, tu recrées une animation. Donc, en fait, tu peux retourner dans le monde digital. Donc, en fait, au début, tu étais digital, tu as généré une création qui t'a fait les frames, tu les traces dans le monde physique, tu refais une photo, et tu refais une vidéo avec ça et tu repasses dans le monde digital. Donc, J'ai je trouve compris. ça assez fascinant, cet aller-retour. Euh, mais ouais, donc c'est cette plot loop là que j'explore pas mal en ce moment. D'accord, ok. Et donc du coup, là par exemple sur le deuxième que tu viens de montrer, celui-là finalement il est moins chronophage parce qu'en fait il est sur une plus petite surface Ouais, et donc ouais. peut-être qu'en fait tu as moins besoin de faire plus ou moins de la manutention, de Ouais, changer il y des a deux éléments. couleurs, donc il faut changer une fois l'image, la couleur, mais en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Enfin, ça dépend vraiment de la création. Si c'est plein de lignes assez longues, ça va, en fait. Mais genre là, moi, je pense que c'est une seule spirale, en fait, finalement, qui rentre. Je crois qu'il y a jamais le stylo qui remonte, en fait, si tu veux. C'est vraiment une D'accord. spirale. Alors que parfois, j'ai fait certaines choses qui consistaient à faire des tout petits strokes, des tout petits points finalement, point par point en fait, de dessiner. Par exemple, sur A3, j'ai fait des choses sur A3 en point par point et ça prend 10 heures en fait. Parce que juste le fait de faire du point par point, bah, c'est forcément lent parce que le stylo il doit toujours remonter, redescendre, remonter, redescendre. En fait, c'est interminable. Mais Voilà, du coup là, là, faut être patient. la question que je suis en train de me poser là pendant que tu expliques ça, c'est en gros parce que là on voit plus ou moins le produit fini. Ouais, Mais pour obtenir le produit fini, toi, tu démarres d'un script. Enfin, tu démarres ouais. d'un code, en fait. Donc Et voilà, ce code-là, ouais. ce code, en fait, tu pars systématiquement de zéro. C'est en gros, tu dois vraiment définir. Enfin, moi, je ne maîtrise pas du tout cette partie-là. Donc, est-ce que Ouais, tu peux parler un petit peu de la partie code en ouais, bien amont? sûr. Alors déjà en fait, on est un peu dans le monde de l'art génératif en fait, où en fait on développe un programme qui, à partir d'une seed donnée, à partir d'une graine donnée, génère plein de variantes différentes. Hmm. Ce qui fait que je vais pas forcément, enfin, en fait, pour résumer, je vais pas manuellement avoir placé mes objets un par un, etc. C'est vraiment, je vais définir, je vais coder des contraintes finalement, des primitifs que je vais mettre ensemble. En fait, je vais utiliser des algorithmes pour finalement mettre tout en musique, en fait, composer des choses, etc. Donc, on est un peu dans ce mode-là. Euh, Déjà, dans l'art génératif, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser P5. C'est le truc le plus connu et qui permet de faire en JavaScript, notamment, enfin voilà, de faire des choses sur le web. C'est assez abordable. Moi, je suis parti sur une toute autre direction, en fait, où je voulais apprendre Rust, un langage qui s'appelle le Rust. Je voulais l'apprendre et puis voilà quel est le meilleur moyen de l'apprendre en faisant un petit peu des choses créatives aussi. Donc voilà, moi j'ai développé finalement mes propres outils, mais en utilisant quelques petites bibliothèques quand il y avait besoin, mais souvent je fais tout de zéro. Après, au bout d'un moment, en fait, on se constitue notre propre, toutes nos fonctions un peu utilitaires. Je sais pas comment tracer un cercle avec des lignes. Enfin voilà, en fait, on va devoir développer une seule fois, faire une spirale. Enfin, on va peut-être
avoir développé ce genre de primitives-là et on peut les réutiliser au cours du temps. On a un peu notre bagage qu'on peut ressortir. Mais après, voilà, après, ça met encore plus la lumière sur finalement ce que toi tu veux faire un peu en tant qu'artiste. Ok, j'ai ces outils-là, mais qu'est-ce que je fais avec en fait? Donc voilà, ça, c'est une fois que t'es passé un peu à ce niveau-là, bah après, voilà, tu peux vraiment plus te concentrer sur la création. Mais ouais, non, du coup, c'est un programme qui génère le SVG, en fait, le fichier SVG. Et finalement, c'est tout ce que ça fait. Après, ce fichier SVG-là, bah, tu peux l'utiliser pour faire du physique, mais aussi tu peux l'utiliser sur le web. Et c'est vrai que c'est là où les shaders sont un peu revenus, parce qu'en fait, je vais utiliser des shaders pour faire un petit côté After Effects, une petite animation. En fait, en fait, ce que je me suis amusé à faire, et c'est ça que j'adore, en fait, d'ailleurs, euh, surtout enfin, tout l'art génératif, en fait, c'est d'arriver à mettre assez de confusion pour que les gens n'arrivent plus à comprendre comment ça fonctionne. En fait, c'est en fait quand quand un art génératif, en fait, si tu vois un art génératif et que tu saurais même pas que toi-même comment le développer, je pense que c'est là où tu as gagné, en fait. Enfin, en fait, pour moi, c'est ça le but ultime, c'est que ton programme, en fait, génère des choses qui mind blown tout le monde et en fait, les autres artistes enfin, les autres artistes qui font aussi de l'art génératif arrivent même pas à comprendre comment ça marche, quels sont les rouages, en fait, de comment ça a été produit. Pour moi, c'est ça le but ultime. Donc, du coup, ouais, je me suis amusé. Voilà, j'aime bien un peu jouer avec cette confusion-là. Et une confusion là que j'aime bien jouer, c'est ce fichier SVG. En fait, on pourrait l'afficher tel quel. Et voilà, mais ça serait très, très digital, très, très net. Et ce que je me suis amusé à faire, c'est tenter de simuler un petit peu les impuretés du physique, tu vois. Donc, en fait, j'ai une sorte d'After Effects qui reprend le SVG et qui fait une sorte d'effet de papier, enfin voilà, qui essaye de recréer un peu les conditions physiques. Ce qui fait que tu peux presque te poser la question, est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est complètement généré digital? Bon, j'en suis pas encore à un niveau de qualité qui met un doute sur ça, mais c'est assez marrant, en fait, cette idée de confondre à travers le digital, d'essayer de simuler le physique, en fait. Voilà, il y a un peu une mode, en fait, qui parfois est passée aussi. J'avais entendu parler aussi dans le monde musical aussi, où il y avait un peu cette mode-là, où en fait, on essayait de simuler l'analogique avec le digital, en fait, qui est un petit peu passé aussi. Enfin voilà, en fait, c'est assez marrant. Dans les domaines artistiques respectifs, en fait, avec la technologie qui arrive, on va avoir tendance à vouloir simuler Oui, ok. les résultats du passé, tu vois. Et c'est assez intéressant. Mais après, du coup, peut-être que c'est en gros une manière en fait enfin, moi, comment j'interprète, c'est en gros, c'est comme si c'est une manière en fait de te faire plus ou moins la main sur le champ du possible, tu vois, donc d'avoir comme une sorte de Mm. point repère voilà, je pars de là, voilà où j'arrive et ça me donne un point repère. Et ensuite d'avoir comme un sort de bagage avec tes librairies, avec plus ou moins tes fonctions primitives, comme tu disais, pour ensuite partir sur quelque chose de, Mm. euh, d'inattendu, on va dire. Ouais, tout à fait. Et puis, enfin voilà, forcément, on s'inspire aussi de tout ce qui existait par le passé. Donc forcément, on va avoir cette naturelle tendance à tendre vers reproduire un petit peu la même chose, mais commencer après à diverger. Voilà, d'ailleurs, quand on regarde, je sais pas, un Van Gogh avec cette technique-là finalement, en faisant plein de strokes, enfin plein de petits points, on peut essayer de recréer un peu ce genre d'effet. Donc voilà, genre moi je pense à La Nuit étoilée, par exemple, ça m'avait inspiré, en fait, ça m'a beaucoup inspiré pour faire des formes qui se rapprochaient de ça. Enfin voilà, mais en essayant de le refaire à partir du code, tu vois. D'accord. C'est la démarche, c'est la démarche inversée. Et des fois, tu fais des sortes peut-être pas des collections, mais en tous les cas des œuvres où, en gros, comme tu disais, en fait, tu t'inspires en fait d'une œuvre passée et tu essayes de la recréer. C'est quelque chose que tu fais déjà, que tu pratiques ou c'est des idées que tu as? Pas spécialement, mais disons que en fait, finalement, je trouve que ce qui est super passionnant dans l'art génératif, c'est qu'il y a énormément d'algorithmes ou de techniques en fait qui sont de plus en plus, enfin, qui sont connus et d'autres qu'on découvre ou qu'on crée nous-mêmes aussi.
Et après, ce qui est marrant, c'est de les mélanger ensemble et de les composer. Donc finalement, ouais, effectivement, si je regarde un peu un Van Gogh, je regarde de près un peu la technique de l'impressionnisme. En fait, finalement, voilà, en fait, toutes les techniques un peu, toutes les différentes techniques qu'il y a pu avoir par le passé, on peut essayer de les resimuler ou d'essayer de les utiliser en tant que primitives et après de les composer avec d'autres choses. Je ne sais pas si j'ai un exemple là où je compose deux choses, mais finalement, en fait, celui-là, finalement, c'est. En fait, il y a une technique qui s'appelle le circle packing qui consiste à paver l'espace, tu vois, de deux cercles. Donc, en fait, de déterminer avec un padding fixe, enfin un espacement fixe entre les cercles, en fait, on essaie de remplir un carré avec plein de cercles. Et ça, c'est ma primitive de base, c'est l'algorithme de base en fait qui commence à me permettre de placer déjà les choses. Et après, dans chaque cercle, après, on peut être créatif de la façon dont on va dessiner un cercle en fait. Et du coup, on va utiliser, je sais pas, là, j'ai des demi-cercles, j'ai des choses un petit peu aléatoires. Et en fait, c'est hyper fascinant parce que c'est infini. En fait, on peut là, c'est cool, on a composé deux choses, mais on peut imaginer que ça c'est juste pas fini. En fait, on continue et on compose. Enfin voilà, en fait, c'est assez fascinant comment dire, la multiplicité. En fait, c'est exponentiel parce que en fait, à chaque fois que tu apprends une nouvelle technique, tu vas la mettre en œuvre et tu vas peut-être tu vas commencer par finalement la composer avec un de tes précédents travaux et tu dis tiens, je rajoute maintenant, j'ai appris ça, je reviens et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours garder son travail. Moi, je fais souvent des snapshots de mon code, en fait. Je vais itérer. Donc, quand j'arrive à un résultat qui est pas forcément le résultat final, même si c'est une première étape, je vais le copier, en fait, et je vais forker mon code et je vais en faire une deuxième. Parce que finalement, en fait, cette étape-là, peut-être que tu y reviendras dans 3 mois et tu auras appris une nouvelle technique, tu auras enrichi un peu ton bagage de technique et tu pourras un peu finalement, Le faire ouais, évoluer. ouais, repartir de ça et voilà. Ah oui, tiens, j'avais eu cette idée à l'époque-là, c'était cool. Donc, c'est assez intéressant. Ah, c'est cool. Et du coup, donc sur l'aspect génératif, donc tu as le code, tu fais le code. Ensuite, quand tu exécutes le code, tu assistes en fait la machine. La machine te produit en fait un résultat physique. En amont, il y a déjà le résultat SVG qui a été créé par le code, C'est ça. c'est ça? Oui, Ok. ouais, c'est ça. Tu sais déjà ce que tu vas faire à l'avance. En Ok. théorie, tu peux lancer, enfin, tu pourrais utiliser une machine en temps réel, en fait, avoir des instructions en temps réel et qui évoluent au cours du temps. Ça, c'est techniquement possible. Mais non, là, c'est plus simple comme technique. C'est juste, on génère déjà le résultat complet à l'avance. On sait ce qu'on va faire et après, ouais, effectivement, il y a la dernière phase de traçage physique. Donc oui, D'accord. on sait par avance ce qu'on a, le SVG. Après, le générateur, son principe dans l'art génératif, un générateur permet de générer une infinité de résultats. Donc, ce qui est assez fascinant d'ailleurs dans cet aspect-là, c'est que, alors déjà, il y a tout un design au sens, je sais pas comment on le dit en français, mais faut concevoir le générateur et bien concevoir finalement ses limites en fait, tous ces ranges en fait de valeurs qui peuvent évoluer et en fait c'est ça pour moi le plus grand le temps enfin, ce qui prend le plus de temps quand on développe un générateur, c'est beaucoup d'itérer en fait, de générer, de regarder un petit peu les résultats, d'éliminer les résultats en fait, d'affiner finalement la variété en fait. D'accord. Et aussi au début, faut évidemment trouver où je veux mettre de la variété, où je veux pas en mettre, qu'est-ce qui est le résultat. Donc on est un peu sur ce travail de curation, de sélection en fait des résultats. Et après, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plusieurs façons d'utiliser un générateur. Tu peux générer 1000 résultats et toi-même choisir un qui t'intéresse et c'est tout. Et limite, le générateur, il a juste il a juste servi à générer une seule version et voilà, et c'est ta création. Après, il y a une autre idée, c'est tu le donnes ce générateur à des gens et en fait, ils vont jouer avec, minter. Donc, si on regarde dans le monde des NFT, et c'est là où pour moi, c'est vraiment incroyable en fait ce qu'on peut faire justement avec cette technologie-là, c'est que tu as des plateformes en fait comme Artblocks, Oui. FBlockArt. Là très récemment, c'est beaucoup FXH qui est très populaire. Mais en fait, en gros, tu mets ton générateur sur cette plateforme-là.
les gens viennent et en fait vont un peu comme une loterie minter, enfin cliquer sur une action, cliquer sur un bouton qui s'appelle mint, qui consiste à faire une transaction, qui payer un petit peu de fee et après recevoir en fait en résultat une génération du générateur, mais tu sais pas à l'avance ce que tu vas obtenir. Et même l'artiste moi-même qui aurait créé le générateur je vais pas pouvoir contrôler ce qui sort en fait de ce générateur-là. Et c'est hyper puissant comme idée parce que tu peux pas tricher en fait. C'est à ce côté où ton code en fait a été poussé à l'avance en fait et tu pourras pas contrôler ce qui ressort des résultats et voilà en fait ça crée un lien super intéressant entre l'artiste et le collectionneur finalement. Enfin voilà c'est inédit en fait finalement et je pense que ce monde des NFT finalement on est dans une relation inédite entre les collectionneurs et les artistes en fait sans intermédiaire finalement. Donc c'est ça qui est fascinant en fait. Mais là, ça veut dire, au niveau de Artblock, enfin, je prends l'exemple de Artblock, mais Ouais. peu importe l'autre, c'est en gros, parce que Artblock, je connais de nom, j'ai un petit peu surfé sur leur site. De mémoire, tu peux en fait sélectionner certains paramètres pour dire, en fait, j'aimerais mettre. C'est comme si, en gros, c'est les sortes de contraintes, là, les primitives, où en gros, tu dis, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ci, et ensuite, tu fais Alors tu ça c'est génères, en fait. ouais. C'est FBlockArt qui permettait ça, je pense. C'est pas Artblocks. FBlockArt. Ils permettaient en fait aux gens qui créaient de sélectionner, ouais, il y avait des curseurs, tu pouvais sélectionner toi-même ce que tu voulais et choisir vraiment ce que tu voulais. Donc finalement, c'est une façon de faire, en fait, c'est une possibilité. En fait, c'est est-ce que tu donnes à celui qui crée, enfin au collectionneur, la possibilité enfin en fait, il a toutes les cartes en main et il fait ce qu'il veut. Ou est-ce que dans le paradigme Artblocks, dans le paradigme FXH, en fait, le minter a aucun contrôle. En fait, il clique sur un bouton, il sait pas ce qu'il a à l'avance. C'est vraiment le contrat qui va déterminer, je crois que ça utilise le hash de l'opération. Donc la transaction, enfin, je sais pas exactement comment Artblocks fait ça. Mais FXH, en fait, ils vont avoir leur propre machine qui vont signer. Et en fait, c'est le hash de la transaction qui est finalement la graine en fait de ton générateur. Donc tu peux pas le savoir en avance. Et le minter ne peut pas non plus savoir, enfin, ne pourra pas non plus créer en avance en fait, enfin savoir en avance ce qu'il aura en fait. Donc ouais, en fait c'est SBlockArt qui permettait de faire ça, mais sinon je pense que la plupart des plateformes aujourd'hui d'art génératif sont plutôt dans le paradigme Artblocks qui permet enfin, qui est vraiment le côté loterie en fait. Et du coup, là, en fait, la grande différence, parce que après les autres plateformes, je connais pas, mais entre toi, ce que tu fais, c'est en fait ton code, il est off-chain, donc il est en dehors de la blockchain, et avec Artblock, je ne sais pas pour les autres, le code, il est on-chain. Donc, Ouais, le code JavaScript est commité, enfin est inscrit dans la blockchain. C'est le cas de Artblock, c'est le cas de GenArt aussi. Enfin, ils sont plusieurs à faire ça. Ce qui a des avantages et des inconvénients. Enfin, bon, l'inconvénient évident, c'est que ça coûte cher en fee et encore plus sur Ethereum. Après, voilà, c'est on-chain, donc tu pourras toujours, en retrouvant les blocs, tu pourras retrouver finalement le code et pouvoir le réexécuter. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas 100% vrai que c'est on-chain parce que tu as toujours quand même, tout n'est pas on-chain en fait. C'est la plus grande partie du générateur qui est on-chain, mais ça va dépendre de bibliothèques. Souvent, tu vas utiliser P5 ou je sais pas quelle bibliothèque. Donc, tu as quand même forcément, tu pourras pas. Après c'est des bibliothèques connues qui sont partagées qui sont partagées partout. Donc, tu peux retrouver de la bibliothèque, tu peux remettre en. Mais ouais, c'est vrai que du coup, les autres plateformes ont tendance à utiliser IPFS. Donc, finalement, c'est off-chain, mais quand même décentralisé avec IPFS. Donc, après, Après, il y a tout le débat de IPFS. Comment dire, résilience. Voilà, de la résilience d'IPFS, de la longévité de ce qui est sur IPFS. Mais du coup, quand tu dis, parce que moi, en gros, je peux me tromper, hein, je ne connais pas tout. Moi, en fait, la vision que j'avais, c'était que le code, là, par exemple, pour Artblock, c'était 100% on-chain, qu'il n'y avait rien qui se passait en dehors que tout était exécuté par un contrat et qu'en gros, il n'y avait rien qui se passait en dehors de la blockchain. C'est quasiment on-chain. Je pense que le seul truc qui n'est pas on-chain, c'est leur template qui englobe en fait le JavaScript et qui l'englobe peut-être en fournissant des librairies et des bibliothèques en fait. Donc en fait, tu as des templates en fait dans Artblocks.
et tu vas choisir, bah, je veux, c'est du code P5, c'est du code, enfin, tu as un choix de bibliothèque, en fait. Et pourquoi ils ont fait ça, c'est que, enfin, si tu mettrais tout le code JS, bah, ça coûterait encore plus de filles. Enfin, ça coûterait très très cher. Ou alors, il faut vraiment tout faire de zéro. Et c'est, ouais, du coup, ça peut grossir en termes de code. Mais c'est vrai que ils ont forcément fait ce compromis-là parce que beaucoup d'artistes sont sur P5 et connaissent bien P5. Et donc voilà, je pense qu'ils ont fait un compromis à ce niveau-là. Mais Après, en termes de marketplace, tu es sur. Enfin, d'abord, en termes de blockchain, tu ouais. mintes sur Ethereum, tu mintes également sur Tezos, il me semble. Ouais, donc en fait, au tout début, initialement, quand j'ai un peu découvert ce monde-là, et comme je te disais, j'avais un peu ce réflexe en tant que développeur Ledger, testons un petit peu tout ce qui se passe, testons un petit peu plein de plateformes. Donc j'ai testé énormément de choses. J'ai testé Ethereum, Polygon, Tezos au début avec Ikenyunk l'année dernière. J'ai testé des trucs encore plus ésotériques. Je me souviens même plus de tout ce que j'ai testé. Bref, il y a peut-être voilà, une dizaine de, presque une dizaine de blockchains différentes en fait. Et ouais, l'année dernière, je me suis beaucoup concentré sur Ethereum. Pourquoi? Euh, Bah, c'est là où je pense principalement parce qu'il y avait des plateformes d'art génératif déjà prêtes. En fait, il y a des super plateformes comme SBlockArt. J'ai fait plusieurs générateurs dessus. Il y avait Jeanart aussi qui a émergé. En fait, il y a eu l'année dernière, il y avait beaucoup de nouvelles plateformes autour d'Ethereum. Euh, et c'est vrai qu'on peut parler un peu des défauts de ces plateformes-là, mais pour moi, il y a un truc un petit peu dommage sur ces plateformes-là, c'est qu'elles sont toutes assez sélectives sur les artistes. En fait, elles vont filtrer. Enfin, ça va être compliqué. Il va falloir candidater ou va y avoir en fait un process de décision où en fait ton générateur il peut pas sortir dans le monde. Il y a un peu un côté centralisé où bah, c'est eux qui vont dire OK, go. Ils prennent un petit peu, voilà, et en fait, la plateforme finalement a ce rôle de décision et ils sont un petit peu, bah, peut-être les garants aussi de la qualité, ce qui est compréhensible aussi. Enfin, c'est un petit peu comme une galerie qui sélectionne des artistes, etc. On est un peu dans ce paradigme-là. Et D'accord. là, en fait, pour la première fois, FXH, donc sur la blockchain Tezos, je pense que c'est une des premières plateformes qui a fait ça, en fait, qui a permis à n'importe qui de pusher son générateur là et sans process de validation. En fait, c'est ça ils ont tout automatisé en fait. De bout en bout, et d'ailleurs, il y a un onboarding super intéressant là sur leur site en fait où tu envoies ton code, ils te font faire plein de tests, d'autotests en fait qui permettent de vérifier est-ce que ton truc il est fonctionnel, etc. Mais en fait, t'as personne qui intervient en mode bah c'est bon, ton truc est prêt, on l'envoie. Non, non, c'est vraiment de bout en bout, tu peux tout faire et à la fin, tu envoies ton générateur. Alors le défaut, c'est qu'il y a énormément de générateurs, bah peut-être pas si parfait que ça. Enfin voilà, en fait, mais c'est cool en fait. C'est un côté un peu plus décentralisé et un peu plus démocratique. Où là, c'est vraiment les collectionneurs qui choisissent finalement un peu ce qui les intéresse et un peu moins une plateforme un peu plus autoritaire. Après voilà, je pense qu'il y a des pour et des contre dans les deux paradigmes aussi, hein. Mais ouais, du coup, je suis beaucoup allé sur. Alors, j'ai expérimenté Tezos et Ethereum un peu en même temps l'année dernière. Et là, je me suis beaucoup concentré sur Tezos parce que voilà, c'est une plateforme qui marche bien pour moi. Donc, FXH, là, ça enfin, marche bien pour moi. C'est au sens, il y a des gens qui me collectionnent, pas forcément au sens enfin, monétaire, quoi. Enfin, comment dire, Oui, au sens de la valeur parce que c'est oui, un peu oui. moins. Du coup, tu as une valeur un peu plus faible quand même sur. Enfin, Ethereum, ça reste le king et c'est là où il y a les plus grosses whales, je pense. Oui. Mais après, voilà, Après, c'est pas forcément. Moi, ce qui Après, m'intéressait, moi, c'est ça qui est super. C'est FXH, en fait, je sais que du jour au lendemain, si j'ai une idée, j'ai un générateur, j'ai un truc de prêt, sans une personne intermédiaire, je vais pouvoir l'envoyer et c'est cool, en fait. Et j'étais un peu dans ce mode où au début, je me suis dit, bah, vas-y, toutes les semaines, je vais sortir quelque chose. Après, je me suis rendu compte que c'était c'était un peu compliqué de faire un truc vraiment quali toutes les semaines. Donc, c'est important, en fait, de se concentrer sur la qualité et faire attention au FOMO, en fait, pas trop rusher, pas trop, voilà, faut vraiment bien prendre son temps, voilà. d'accord. Et du coup, parce que finalement, toi, tu utilises le générateur. Le générateur, lui, il te fait le design digital.
Mais ce dixième digital, toi, tu peux utiliser en fait le générateur de Tezos et on peut imaginer qu'en fait au lieu de le minter sur Tezos, tu le mintes sur Ethereum. Ouais, tout à fait. Bah, s'il y a des plateformes qui le permettent, clairement. Il y a des plateformes qui le permettent. D'ailleurs, il y a Plotables.io aussi qui est sur Ethereum, qui est basé sur Artblocks. Et en fait, c'est une plateforme qui s'est orientée vraiment sur l'idée on a des artistes qui font du plotting. On vous met une plateforme qui permet qui est vraiment un peu, qui vous parle un peu plus, quoi, qui est un peu plus, comment dire, qui est spécialisé dans les créations de plotting. J'en ai fait un dessus aussi. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est pareil, c'est un peu sélectif aussi. Mais je pense qu'ils sont assez ouverts après. Enfin, voilà. Mais ouais, encore une fois, faut un petit peu candidater, etc. Moi, j'aime bien ce côté un peu démocratique où n'importe qui, finalement, peut commencer sur Affixhash. Et voilà, il y a eu plein de gens qui ont émergé. En fait, Tezos, depuis le début, en fait, avec Ikenuke, etc., il y a beaucoup de super artistes dessus. Enfin, t'as un peu t'as une super atmosphère, en fait, sur Tezos. Donc, je suis pas mal resté dans ce monde-là, en fait. C'est pas mal pour ça que je suis sur Tezos, finalement. Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup voilà, de gens qui ont fait leur tout début sur Tezos. Enfin, on a découvert plein d'artistes émergents, donc c'est fascinant. D'accord. Sur l'aspect communauté, est-ce que tu, comment dire, est-ce que tu entretiens une communauté? Est-ce qu'il y a une communauté qui s'est construite autour de Mm. Greyweb? Qu'est-ce que tu peux dire autour de ça? Ouais, bah, c'est une très importante question, très compliquée aussi. Enfin, parce que finalement, les communautés. Alors, moi, j'ai l'impression en fait, d'avoir des communautés différentes, en fait. Sur Twitter, j'ai une bonne communauté, un peu historiquement, de développeurs, etc., d'artistes, etc. J'ai découvert la communauté Plotter Twitter aussi. Enfin, le hashtag Plotter Twitter, c'est là où beaucoup d'artistes dans le monde du plotting partagent leurs travaux et c'est assez fascinant. Un petit peu sur Instagram aussi. Et un peu en parallèle de ça, en fait, je suis allé sur Twitch. En fait, je suis sur Twitch où je partage. En fait, je fais du plotting en temps réel, tu vois, sur Twitch. Je fais du coding en temps réel sur Twitch. Donc, je me suis un peu dit, allez, vas-y, je vais essayer de démarrer de zéro. En fait, me constituer un peu une sorte de communauté aussi un peu côté Twitch. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a peu de. Enfin, j'ai pas trouvé encore de. Comment dire? C'est assez hermétique, en fait, ces deux communautés-là, en fait, aujourd'hui. Genre, typiquement, sur Twitter, je sais pas, j'ai 4000 followers. Je vais pas amener beaucoup de gens qui vont être intéressés par regarder, tu vois, quelqu'un pendant 5 heures développer son générateur, etc. Donc, en fait, il y a des gens différents qui vont être intéressés par des choses différentes. Je sais pas si ça arrive, j'ai l'impression de diverger de ta question, Non, 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 mais en mais tout cas, ouais, tu réponds, hein, tu réponds. mais je pense il y a beaucoup de gens qui m'ont suivi à travers, même d'un point de vue complètement décentralisé. En fait, ils ont vu ce que j'ai fait sur SBlockR, donc en fait, ils ont commencé à s'intéresser un peu aussi au monde de plot. Enfin, j'ai fait découvrir pas mal le monde plotting aussi à pas mal de gens. Donc, ouais, ouais, FXH, c'est une communauté aussi. Donc voilà, en fait, il y a plein de communautés, en fait. Après, est-ce qu'il y a une communauté qui ressort autour de moi? Je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu un melting pot de plein de communautés, en fait. D'accord, ok. Par exemple, t'as pas créé de Discord où tu essayes de Alors, j'en ai un, ouais. centraliser les. Ouais, j'en ai créé un. Alors, initialement, c'était pour un peu c'était pour me binder un peu avec Twitch, mais c'est vrai que je le mets pas trop en avant encore aujourd'hui, mais ouais, j'ai un Discord. En fait, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets à démarrer, voilà, qui permettraient justement de fidéliser des gens et peut-être d'avoir un intérêt à avoir ce Discord-là, mais ouais, à continuer à voir. En fait, j'explore beaucoup de choses. Et d'ailleurs, D'accord. Twitch, en fait, tu as une scène artistique, en fait, Twitch Art, il y a une catégorie. Et en fait, j'ai beaucoup découvert En fait, moi, j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues, de me challenger, etc. Donc, en fait, moi, je suis arrivé dans Twitch Art sans du tout parler des NFT, tu vois, en étant vraiment en mode artistique, etc. Et en découvrant aussi plein de personnes du Twitch Art, en fait. Et j'ai participé, en fait, à un concours de Twitch Art qui était à la base plutôt pour des dessinateurs, etc. Donc, en fait, moi, je suis arrivé avec mon mindset
développeur, art génératif, etc. Je me suis mis un peu dans ce concours-là et j'ai fait quelque chose avec. Et en fait, j'ai fait découvrir à plein de gens l'art génératif, en fait. Et dans le monde des artistes, en fait, juste l'art génératif, c'est aussi méconnu, en fait. C'est peu connu, en fait, pour des dessinateurs un peu classiques, traditionnels, etc. Donc voilà, c'était assez marrant, en fait, de me challenger sur ce côté-là. Et ouais, sur Twitch, j'ai beaucoup de gens qui me suivent un peu dans ce monde-là. Et du coup, pas du tout dans le monde NFT. Enfin voilà, mais peu importe, finalement, les NFT pour moi, il faut le voir comme une plateforme. En fait, il faut le voir comme une technologie qui te permet de pousser ton art. C'est vrai, moi je dirais pas que je suis un artiste NFT. En fait, j'aime pas trop ce mot NFT artiste, tu vois, ou crypto artiste. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, en fait. On est des artistes, on utilise on utilise les NFT ou la blockchain comme moyen de connexion avec nos collectionneurs, mais on n'est pas des. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois mais très bien. Je me définis pas comme un artiste. C'est pas nécessaire en fait d'ajouter une étiquette supplémentaire. C'est un artiste, en fait, peu importe le médium que tu utilises, in fine, tu es un artiste. C'est ce que je comprends. Enfin voilà, je vais pas marquer une techno à côté de moi. Genre, je vais pas me restreindre en me disant je suis un artiste WebGL, par exemple. Enfin, je vais dire j'explore des. Enfin, voilà, effectivement, je peux utiliser cette technologie-là ou une ou une autre. Enfin, voilà, c'est peu importe. Mais c'est intéressant au final. Ce que tu me dis, c'est que parce qu'en fait, tu es vachement dans l'exploration. Moi, mon feedback, c'est basé sur tout ce que tu me dis. Tu es vachement dans l'exploration. Tu es vachement dans la découverte de nouvelles options. Et au final, en fait, c'est plus ou moins, ça a du sens, en fait, le côté artiste, parce qu'au final, tu es en train d'explorer et peut-être que dans un futur proche, tu pourrais te dire artiste avec quelque chose de plus ciblé. Dans un moment où tu aurais trouvé en fait comme une sorte de niche. Mais aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que tu utilises en fait l'art génératif, mais cet art génératif, en fait, tu l'utilises vraiment pour explorer des possibilités et peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire, OK, ben là, j'ai trouvé, moi, ce qui me plaît vachement, j'ai trouvé plus ou moins mon identité. Quand les personnes verront ce type de rendu, ils sauront que c'est Greyweb qui est responsable de ça. Et à partir de là, peut-être que tu t'appelleras autrement. Mais aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'entends, c'est vraiment le côté, ce qui ressort énormément, c'est le côté exploration, découverte et test. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Et puis voilà, c'est vrai que je me suis un peu spécialisé sur le plotting et le monde. Et ça m'a toujours fasciné, en fait, d'allier, tu vois, digital, physique, de se balancer de l'un à l'autre. D'ailleurs, du coup, tu avais invité Lapin Mignon oui, il y a une semaine, donc on avait fait une collab en fait, parce que du coup, c'est une artiste aquarelliste et c'était marrant, c'est incroyable le background, le background de la création qu'on a faite. On a fait une collab en fait. En fait, je l'ai rencontrée à Lisbonne, du coup, comme j'avais mon stand, etc. Elle est venue me voir, et elle m'a donné en fait une aquarelle, en fait, un début d'aquarelle, tu vois, un fond d'aquarelle. Et en me disant, bah voilà, fais ce que tu veux avec, utilise ton plotter. Et je trouvais ça fascinant. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu ce genre de collaboration où tu vois cette idée il y a un artiste qui fait un premier tracé, après il le donne à un autre artiste, il continue, il fait une deuxième couche, après il le donne à un troisième, il fait une quatrième couche, etc. Donc, tu as une sorte de collaboration asynchrone, tu vois, dans le temps. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. Elle m'a donné son aquarelle après, un mois après. D'ailleurs, en direct sur Twitch, je lui ai dit, vas-y, tiens, si tu veux, viens voir ce qui se passe sur Twitch. Je vais essayer de faire quelque chose aussi de ton aquarelle. C'est ce qu'on a fait. Et après, en fait, du coup, j'ai refait une photo de cette création physique. Donc, en fait, j'ai dessiné au-dessus de son aquarelle au stylo plume. Et en fait, elle l'a réutilisé. Elle a fait une sorte une inversion de couleur, enfin, un truc super, en fait. Et je trouve le résultat final, il est génial, quoi. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Et en fait, finalement, c'est une rencontre un peu inédite. Enfin, pas inédite, mais je veux dire. Inattendu, peut-être. Inattendu, ouais, un peu incroyable, en fait, de deux mondes différents. Enfin, voilà, je trouvais ça fascinant. Parce que finalement, et c'est ça, et je vais continuer à faire ce genre de collaboration. En fait, c'est trop marrant, en fait, quand tu as quelqu'un qui comprend pas, enfin, qui est pas développeur, qui comprend pas forcément le code, et en fait, souvent, ces personnes-là, artistes un peu plus traditionnels,
sont souvent fascinés en fait de ce qu'on peut faire avec de l'art génératif. Et nous, on est un peu inversement aussi fascinés par leur talent artistique en fait. Genre moi, tu me donnes un pinceau, je vais faire un truc très moche en fait. Et voilà, en fait, on a un côté très complémentaire et c'est ce genre de collaboration, je pense que c'est puissant en fait, parce qu'en fait, on est vraiment complémentaires. Mais pour toi, en fait, en tant qu'artiste, c'est, ce serait peut-être intéressant en fait de faire que des collabs au final. Où en gros, tu reprends le principe que tu as fait avec Lapin Mignon et en fait, tu vas contacter en fait des artistes plus ou moins établis ou peu importe, mais en tous les cas où la dynamique c'est euh, collaboration et donc au final, l'avantage que tu peux avoir en fait, c'est de l'exposition. C'est-à-dire tu fais une collab et tu vas être exposé en fait ton art, ton art génératif. Il sera ensuite mis à la lumière en fait de la communauté de l'artiste avec lequel tu fais la collaboration. Ouais, complètement. Et puis en fait, ce qui est aussi fascinant, c'est enfin, de faire découvrir ça à d'autres artistes, c'est génial. Et nous-mêmes, en tant que, enfin, tous les artistes, en fait, ils vont toujours chercher à diversifier, enfin, en fait, à étendre leur domaine de compétences ou leur zone d'inconfort, en fait, à les travailler, parce que finalement, ça peut être que enrichissant pour ton propre domaine, en fait, en faisant, voilà, en faisant. Et c'est ça, en fait, que j'ai toujours fait. En fait, c'est pour ça que je fais plein de choses, en fait. Enfin, je suis développeur, en même temps, je suis artiste. Et en fait, je pourrais pas être, tu vois, full. Enfin, ça m'intéresserait pas d'être soit full artiste, soit full développeur. Il me faut en fait un peu ce genre de grand écart entre plein de mondes et comme ça, en fait, ça va m'inspirer de l'un à l'autre. Je vais avoir des idées qui vont me servir, enfin, qui vont me rendre plus productif de l'autre côté. Enfin, voilà, je suis vraiment dans ce mindset. Donc, ouais, complètement. Après, voilà, j'ai aussi, j'aime bien aussi, voilà, pousser des trucs en alone, quoi. Alors, tout seul, je pousse des générateurs aussi, mais ouais, clairement, enfin, c'est fascinant en fait de bosser avec d'autres personnes et ouais, ça peut être que enrichissant. Depuis Cool. 2020, en fait, tous les jours, je sors un truc. Je plotte tous les jours en fait. Donc, ce serait compliqué de faire une collab par jour si je serais. Mais non, Peut-être faut pas aller toujours en fait. dans le collab par jour, parce que il faut pouvoir produire, et puis en plus à côté, tu bosses à Ledger, mais Mais peu ouais, faut importe la expérimenter. cadence, Enfin, mais faut plus toujours sur, ouais. expérimenter. Et après, tu as des créations peut-être plus poussées, ouais, qui seraient des collabs. Ah, ça peut être intéressant pour toi en tous les cas. Est-ce que depuis que tu as commencé ton aventure en fait artistique avec le monde de la blockchain, la techno NFT, euh, quelle leçon tu en tiens en fait de ce parcours jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as une leçon en particulier que tu retiens? Est-ce qu'il y a une erreur que tu as pu faire et que, en gros, si tu peux remonter dans le temps, tu éviterais? En gros, c'est comme ça que j'essaye de. Ouais, c'est difficile, très difficile comme question. Mais je pense qu'il faut pas rusher. Enfin, je pense que c'est ça le truc important. Je sais pas si j'ai fait cette erreur-là ou pas, mais ouais, c'est plutôt ce que j'ai appris, c'est qu'il faut faire très attention aux FOMO, en fait, même de manière générale dans le monde des cryptos, parce que ça évolue énormément et faut vraiment bien lire tout. Enfin, faut vraiment bien apprendre. D'ailleurs, moi, je le vois du point de vue Ledger où en mode, en fait, tous les gens se sont ont sauté dans ce bain-là et sans prendre les précautions de sécurité en fait nécessaires, quoi, genre utiliser un hardware wallet, Oui, etc. Et en fait, ton identité, beaucoup d'arnaques. ton wallet est ton identité, donc enfin, c'est encore plus fondamental que tu peux moins facilement, et c'est ça qui est assez compliqué aussi, c'est les royalties, par exemple. En fait, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de contrat qui permet de transférer des royalties. Donc, si tu as créé en fait à travers un wallet des NFT qui te font remporter des royalties, bah, tu as intérêt tu peux pas vraiment changer de wallet. Donc, quelque part, tu es obligé d'avoir vraiment pris les bons choix au départ. Donc, en fait, c'est vraiment apprenez, enfin, lisez énormément de choses, documentez-vous un maximum. Et après, le côté artistique, c'est vraiment, faut beaucoup itérer, faut pas sortir tout de suite un truc qu'on a. Enfin, pour moi, faut être assez, faut à la fois expérimenter énormément. Moi, je fais beaucoup de prototypes. Je suis très open source aussi. En fait, tout mon code est open source. Je publie tout.
Mais en fait, la création, enfin, les créations, il faut vraiment les finaliser et c'est ça qui est assez important. Faut faire, voilà, faut pas. C'est pas parce qu'il y a, voilà, qu'il y a énormément d'argent qui est fait qu'il faut rusher et faire n'importe quoi non plus, quoi. Et je trouve que c'est un peu ce qui est dommage en fait dans pas mal de NFT en fait, c'est que tu as beaucoup de choses qui sont très bah, un peu trash quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a Oui, beaucoup de voilà, c'est un peu le Far West en fait. oui, Il y a c'est des le Far arnaques, comme West, tu c'est le le disais, Far West. il y a des Oui, arnaques et voilà, c'est un peu dommage parce que ça donne une mauvaise image et beaucoup de et d'ailleurs je le vois un peu dans ma moi j'ai beaucoup de sphères en fait, j'aime bien justement aller explorer d'autres sphères, genre la sphère un peu gaming par exemple. Bah, ils sont très opposés aux NFT, mais peut-être qu'ils les comprennent pas trop. Enfin voilà, je pense qu'en fait on est au début, on est un peu, c'est un peu comme avant l'électricité. Enfin tu vois, c'est un peu dans ces étapes-là quand tu as une nouvelle technologie, tout le monde y est un peu opposé. Et puis voilà, le temps qu'elle trouve ses marques, le temps qu'on ait aussi peut-être du nettoyage un peu, je sais pas, avec un bear market typiquement, ça peut peut-être aider à faire éloigner certaines choses. Donc voilà, on verra, mais je pense que c'est normal, c'est très exploratoire, on explore oui, plein de choses différentes. je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Et merci du coup pour ces deux leçons. Donc, première, c'est en gros l'éducation. Et après, la deuxième sur le champ artistique, c'est vraiment d'explorer et de ne pas essayer de faire, d'aller vite juste pour aller vite, quoi. Il faut Mm. prendre son temps et vraiment essayer de faire. Moi, ce que je comprends, c'est un peu c'est prendre son temps pour aboutir à une certaine forme de qualité plutôt qu'essayer de produire de la quantité juste pour Mm. essayer de Après, voilà, chacun va trouver peut-être que, enfin, ça dépend de ce que veut faire chacun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer, de tester des choses différentes. Et moi, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez, on n'en a pas trop parlé, mais comme moi, je mets beaucoup en avant le physique, mais en même temps, je fais des créations digitales. Ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours intéressé de voir, en fait, la proportion de gens qui vont être intéressés par demander le physique derrière, en fait. Ce qui permet un peu de mesurer, pour moi, ça mesure un peu le côté spéculation finalement. Parce que finalement, enfin, après, les gens peut-être peuvent collectionner juste le digital parce qu'ils ils ont envie de se faire une parce que collection c'est plus digitale pratique only, aussi. tu vois. Parce Ce qui est plus c'est plus pratique, le pratique. physique, c'est compliqué, etc. Mais c'est vrai que il y a très peu on est sur un très faible pourcentage, hein, le nombre de gens qui vont aller jusqu'au physique. Et Mais voilà, ça si tu le mets en avant directement, en fait, dans les métadatas, quand tu mines ton NFT, Mm. c'est clairement indiqué que, en gros, ce token donne droit, en fait, à obtenir Ouais, tout l'original à fait. Ouais, physique. c'est marqué dans la description. D'accord. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ça qui me. Enfin, moi, j'aime bien essayer de pousser et j'essaie de trouver tous les moyens pour dire aux gens, mais regardez, vous avez le digital et parfois, du coup, j'en ai offert. En fait, parfois, j'offre le physique. Donc voilà, j'ai testé plusieurs idées. Genre, allez, on en tire 5 au hasard et je les envoie. Donc voilà, Mais voilà, on trouve des moyens et après, voilà, il y a les collectionneurs un peu corps, en fait, qui sont hyper importants pour moi, quoi. Donc, qui vont collectionner le physique, qui vont l'encadrer et tout. Donc voilà, c'est génial, en fait, de voir quelqu'un. Donc, d'ailleurs, moi, j'en collectionne aussi, tu vois. Genre là, je sais pas si tu connais cet artiste, Sean Kemp. En fait, c'est en Non. bois. C'est des layers de bois, en fait. Donc, c'est un artiste, tu vois, qui est sur FXH aussi. Et en fait, il te fait alors, c'est pas un plotter, c'est le même principe qu'un plotter, mais c'est au laser. En fait, il coupe au laser des planches de bois qui va peindre. Et c'est exactement le même paradigme. Enfin, à la base, c'est des NFT digitaux, mais ces trucs-là, en fait, sont des utility tokens qui permettent d'obtenir le physique. Et après, ils te l'envoient. Donc voilà, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Faut continuer un peu à tester cette idée. Mais ouais, je pense que voilà, j'adore en fait ce côté où on allie le physique et le digital. Et finalement, le NFT, il a un réel sens. En fait, c'est un utility token. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut imaginer un écosystème, en fait. Tu vois, cet utility token, je peux le donner à GrowM, mais je peux le donner à un autre artiste qui fait du plotting et il va l'interpréter avec ses propres outils, en fait. Et du coup, chaque version physique sera unique aussi, parce que c'est analogique, D'accord. donc voilà, c'est... Ok. Je vois je vois l'idée. Et est-ce que comment ça s'appelle? Dans le procédé,
il y a des moments, tu fais différentes variations du code. Donc, ça veut dire que, OK, mais quand tu fais les variations du code, tu vas pas forcément à l'aboutissement d'avoir la pièce physique. Parce qu'en fait, là où je voulais t'emmener, c'était est-ce que tu as des cas où, en gros, disons là, sur la collection qui est derrière, en fait, il y en a 8 exposés, mais il y en a eu 16. En fait, la question que j'allais te demander, c'est est-ce qu'il y en a 16 qui sont le produit in fine, mais est-ce que pour avoir 16, tu as dû passer par en devoir en faire 100? Alors, Ou c'est ouais, vraiment uniquement 16 physiques? Hmm. C'est un peu dans mes premières explorations où il n'y avait même pas de plateforme en fait, qui permettait aux gens de minter eux-mêmes et de générer des variantes différentes. Donc là, c'était plutôt le côté où moi-même, j'allais choisir une version qui m'intéressait, les faire physiquement et après les distribuer aux gens qui collectionneraient le NFT. On était sur cette étape-là et effectivement, j'avais dû en générer une centaine et j'avais dû en choisir un particulier. Donc, ouais, en fait, il y a un peu ces deux modes-là. En fait, quand on a un générateur, pour moi, c'est soit on le met tel quel à disposition de gens qui vont un peu tirer sur cette loterie en fait et obtenir un au hasard. Ce qui est assez complexe en tant qu'artiste où il faut vraiment essayer de garantir que tous les sorties du générateur sont intéressants, tu vois, finalement. Donc, éliminer tous les trucs moches. Et l'autre paradigme, c'est moi-même, je vais sélectionner ce qui m'intéresse et je vais jouer. Le générateur devient un peu un outil, devient un peu la main de l'artiste, finalement, c'est le générateur et c'est moi-même qui fais la curation aussi. D'accord. Donc, soit la sélection, on le donne aux gens, parce que finalement, même si c'est du hasard, c'est le loterie, j'en obtiens au hasard, bah après, le second market, il a un peu ce rôle de mettre en avant finalement ce qui est intéressant et ce qui est moins intéressant. Et c'est ça aussi qui est assez puissant dans ce modèle de valeur en fait, que permet les NFT, c'est qu'après, quand on a une collection aléatoire, bah, en fait, logiquement, naturellement, vont ressortir les générations les plus intéressantes. Après, avec soit de la rareté, soit nous, on doit créer un peu de la rareté. En fait, nous, on est à un point de vue probabiliste, alors que ce qui va être tiré au hasard, bah, on ne peut pas le contrôler, mais en fait, on va essayer de mettre des probabilités, mais en fait, on ne pourra pas savoir à l'avance ce qui sera réellement sorti. Et c'est là où voilà, c'est là qu'il faut réfléchir à la supply, il faut réfléchir au prix, etc. Mais il faut essayer de trouver la bonne supply qui permet d'avoir assez de variété. Parfois, tu peux avoir une variation qui ne va même pas être exprimée. Et voilà, c'est tout l'enjeu, en fait. C'est assez intéressant. D'accord. Un peu comme la génétique, tu vois, c'est un peu ce côté. J'allais te demander, parce qu'on va bientôt terminer l'interview, désolé. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu évoquer que je t'ai pas donné l'occasion? Bonne question. Peut-être sur les projets à venir, je sais pas. C'est vrai que je t'avais parlé un petit peu à un moment que j'avais des idées avec le Discord, par exemple. Il y a une idée que j'aimerais faire, mais tant que j'ai pas vraiment de collectionneurs qui sont vraiment intéressés, enfin, une bonne base de collectionneurs, on va dire, ça n'a pas encore de sens, mais en fait, j'aimerais bien, tu vois, c'est un peu cette idée-là d'une collection finie, tu vois, genre de dire, bah voilà, il y a 16 œuvres et il y en aura que 16 dans le monde, etc. J'ai envie de pousser encore plus l'idée en faisant un peu une curation manuelle et en disant, bah voilà, ok, on va avoir des générateurs, mais aussi, on va peut-être aussi avoir une œuvre, en fait, qui serait partionnalisée, enfin, qui serait, tu vois, splittée en morceaux. Et genre, imagine que tu as plein de collectionneurs partout dans le monde qui ont une version, un morceau de l'œuvre. En fait, il faut les mettre tous ensemble tu vois, pour voir en fait ce que c'est. Donc, cette idée-là, j'ai envie de beaucoup l'explorer. On va voir à travers quoi, sous quelle forme, mais juste l'idée d'avoir une carte, tu vois, et d'avoir des bouts de la carte. Oui. Voilà, je trouve ça assez fascinant. Je l'ai un petit peu expérimenté pendant la plot party, ce qui n'a rien à voir avec les NFT, hein, mais il y avait dans le monde du plotting. On s'est envoyé des cartes, on s'est échangé des cartes entre artistes et je l'avais fait. Donc, techniquement, enfin, je trouve ça trop marrant en fait de se dire que chaque personne a un bout d'une carte et chaque fraction, faut réfléchir pour qu'il y ait peut-être un truc unique dans chaque fraction, mais en même temps l'ensemble fait aussi un truc. Et voilà, il y a toute une histoire à créer autour de ça, de pas du tout divulguer à l'avance, tu vois, ce qui va être envoyé aux gens. Donc, en fait, d'avoir des gens qui subscribent, en fait, à des plots que tu vas leur envoyer.
ils reçoivent leur création et après, ils doivent se communiquer entre eux, tu vois, pour essayer de deviner, essayer de comprendre ce qui est l'œuvre complète. J'ai envie de tester ça, on verra. Ok, Voilà, d'accord. Ok, ok. Et c'est la donc, du première coup, fois que j'en parle, donc oui. voilà, Et du coup, en fait, parce que j'ai déjà vu en fait des artistes qui ont fait le même principe, mais en fait, l'œuvre, elle était exposée ouais, entièrement et ensuite, elle était divisée en X morceaux. Elle était envoyée en fait ouais, à tous les holders. Mais ouais. dans ton idée, toi, c'est de faire ça, mais l'œuvre euh, On la connaît complète, pas à l'avance. Ouais, ouais. on la connaît pas. Ok. C'est vrai que P-Boy, par exemple, Pascal Boyard, c'est génial ce qu'il a fait. J'appelle 16 Underground. Là. C'est une très bonne application des NFT aussi. Enfin, voilà, je sais pas si tu avais vu ce truc-là, la fresque qu'il a fait là je sais pas C'est si tu as comment vu tu dis? Non. P-Boy, Comment? Pascal Boyard. Et il a fait un projet qui s'appelle The Chapel 16 Underground. En fait, il a refait la Chapelle 16 en modernisant un peu les personnages. Donc voilà, tu as plein de petits clins d'œil au monde des cryptos. D'accord. Et en fait, il a fractionné son œuvre et en fait, chaque tête de personnage est un NFT. Et en fait, ce qui est marrant, c'est il a fait un endroit qui pourrait peut-être être détruit à l'avenir. Donc en fait, il est dans le process un peu inverse où il a le physique au départ, il le digitalise et potentiellement le physique, il va finir par être détruit, enfin par être, il a une Par certaine limite, alors disparaître. que là, il le rend éternel. En fait, il éternalise sur la Oui. blockchain. Donc je trouvais ça super intéressant comme idée. Mais oui, du coup, là, c'est un peu enfin voilà, c'est un peu En fait, encore une fois, c'est pour moi, les NFT permettent pour la première fois, en fait, de relier de manière décentralisée, tu vois, les artistes et les collectionneurs. Et là, ça pourrait relier, en fait, les collectionneurs entre eux en donnant, en fait, des fractions et à tout le monde de communiquer entre eux pour essayer de remettre les puzzles. Donc voilà, je vais peut-être tenter cette idée, mais il me faudra que je trouve, voilà, faut que je construise toute l'histoire. Voilà, on va voir. Il me faut un petit peu de temps pour préparer ça et aussi la création, ça doit être quelque chose de bien fini, là, bien réfléchi. Et t'imagines enfin une segmentation qui fait que Mm. il te faudrait en face combien de collectionneurs? Ouais, c'est toute la question. Et puis ça dépend de la fréquence. Enfin, si j'en fais de manière récurrente aussi, mais j'avais pensé à 12 ou 16, enfin, tu vois, genre 3 fois 4, si on fait une map, 4 fois 4, enfin, vraiment à voir en fonction de la. Et c'est pareil, c'est un peu comme une supply, en fait, il faut réfléchir à. Est-ce que faut pas la mettre trop haute, parce que si tu la mets trop haute, t'as plus assez de variété. Donc, en fait, faut aussi réfléchir par rapport à ça. Ouais, peut-être 12, 16 pour commencer. À voir. D'accord. Bon, faut faire un Ok. premier essai. Bon, voilà, ça pourrait être Oui. marrant. Ben, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Dernière question. J'ai une dernière question pour toi, Greyweb, avant de mettre un terme à l'interview. C'est Greyweb, pour toi, c'est quoi un NFT? Ah, oh là. On aurait dû commencer par ça. Oh là, ouais, Qu'est-ce qu'un NFT? Ouais, je pense, moi, je le dirais, un peu comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est la technologie, c'est une plateforme, c'est une technologie qui permet de rendre quelque chose d'unique finalement, enfin d'avoir finalement c'est la même chose que ce qu'a résolu le Bitcoin. C'est la première fois qu'on avait un moyen qui garantissait que tu pouvais pas avoir une copie. Euh, Parce que c'est ça la monnaie en fait. Si je peux imprimer à l'infini de la monnaie, bah, je peux en avoir à l'infini. Alors que là en fait c'est un système qui permettait pour la première fois avec le process de mining, etc. En fait, avec tout ce système derrière, avec les blocs qui sont minés, etc. Ouais, ça garantit finalement l'unicité de la monnaie. Et finalement, en fait, le Bitcoin, c'est déjà entre guillemets, c'est déjà des non-fungible tokens, parce que un Satoshi, tu peux pas le diviser. Donc, on est déjà dans ce paradigme-là à travers le Bitcoin. Et là, en fait, ça permet de faire la même chose, mais ouais, sur un token précis. Donc finalement, ça démocratise un peu plus ce qu'était le Bitcoin. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais moi, je l'ai répondu d'un point de vue très technique, du coup. Mais en fait c'est ce que je recherche en fait avec cette dernière question en fait que je pose à tous mes invités. C'est en gros c'est quoi un NFT dans le point de vue de l'invité et en fait ça permet en fait d'avoir des réponses qui sont très variées et qui sont en fait uniques d'un point de vue d'un invité à un autre en fait. Donc c'est ça que je recherche, c'est pour ça que je pose la question.
Ouais, En je tous les comprends. cas, c'était super cool de t'interviewer. J'ai appris pas mal de choses en fait sur le côté art génératif, sur le plotting, sur le shredding. On n'a pas trop le shredding, on a un peu moins poussé la discussion sur ça. On a beaucoup parlé du plotting. Euh, du coup, merci pour toute la connaissance que tu as apportée. J'espère que Merci à toi, tu as toi. passé un bon moment. Et Super. je vais mettre un terme à cette interview. Merci Grub encore une fois. Et puis Merci à toi. pour les personnes qui regarderont l'enregistrement, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et je